présenter un petit peu votre parcours, ce que vous avez fait? Donc, je m'appelle Pierre-Yves Mélin, je suis enseignant-chercheur à l'université Paul Sabatier et j'effectue ma recherche à l'IRAP, à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'instrument d'Orne? Donc, je suis le responsable scientifique de l'instrument d'Orne, qui va être le premier instrument français, si tout se passe bien, à être posé à la surface de la Lune et qui résulte de la première collaboration entre la France et la Chine dans le domaine de l'exploration du système solaire. Et en 2019, il y a eu un accord entre l'Agence spatiale française et l'Agence spatiale chinoise pour renforcer les liens dans la collaboration. La Chine a proposé à la France d'embarquer un instrument français à bord de sa prochaine mission lunaire, Chang'e 6, proposition qui a été retenue et qui va pouvoir avoir pour objectif donc d'étudier l'origine et la dynamique de l'exosphère de la Lune. Parce qu'en fait, la Lune, contrairement à ce qu'on peut penser, elle possède une petite enveloppe gazeuse qui a plusieurs origines. Et il y en a, parmi ces différentes origines, il y en a une qui est un petit peu plus mystérieuse, puisqu'il semblerait que la Lune elle-même continue de dégazer. Et donc c'est ce dégaz-là qu'on va étudier en essayant de mesurer un gaz radioactif qui est produit par les roches lunaires et qu'on s'attend à voir atteindre la surface de la Lune. Et donc en étudiant ce gaz, on va aussi chercher à comprendre le transport des gaz dans l'atmosphère de la Lune. C'est un traceur atmosphérique qu'on va chercher à mesurer. Quels résultats vous pensez espérer obtenir grâce à cet instrument? Alors, en fait, on n'est pas les premiers à proposer des mesures de radon et de polonium. En fait, dans les années 70, lors des missions Apollo, il y a deux orbiteurs, Apollo 15 et Apollo 16, qui ont déjà réalisé des mesures de ce gaz radioactif. Et ils ont trouvé des variations spatiales et temporelles assez importantes de ce gaz, sans toutefois comprendre l'origine. Et il semblerait que ce soit éventuellement lié à l'activité sismique. Et donc nous, en allant déposer un instrument directement à la surface, on va obtenir des mesures bien plus sensibles qui nous permettront de mieux comprendre et d'avoir des mesures plus précises en un endroit donné. Et on est aussi sur un profil de mission assez court, puisque la mission de Chang'e 6, l'objectif principal, c'est de ramener des échantillons sur Terre. La mission va récolter des échantillons, les ramener sur Terre. Et ensuite, une fois qu'ils sont sur Terre, on propose en fait de les caractériser pour comparer donc les propriétés radiologiques. On espère améliorer notre connaissance de la radioactivité naturelle qui émane de la surface de la Lune. Par rapport aux défis principaux de la conception et de la réalisation de l'instrument d'Orne, et comment vous avez réussi à surmonter tout ça? Alors, l'instrument d'Orne lui-même, c'est un instrument qui va mesurer la radioactivité environnante qui se trouve dans l'environnement lunaire. Plus spécifiquement, il va mesurer des particules chargées qu'on appelle des particules alpha qui sont émises lors de la désintégration radioactive de ces éléments. Le défi vraiment du développement de cet instrument, c'est qu'on a eu un calendrier très très court de développement. L'instrument a été sélectionné en 2019 et on a dû livrer l'instrument l'été dernier, au mois d'août. Et donc on a eu 3 ans et demi de développement, ce qui est vraiment très très court. Et donc ça, c'était la plus grosse contrainte. D'habitude, quand on travaille avec les agences comme la NASA ou l'ESA, c'est plutôt 5, 10, 15 ans de développement. Là, on est parti on a tout fait de A à Z en seulement 3 ans. Donc ça, c'était vraiment le plus gros défi. Comment vous évaluez l'importance de collaboration internationale comme dans cette mission? Ce genre de collaboration est déjà important pour nous, scientifiques français, qui nous intéressons à la Lune, parce que l'Europe et encore plus la France n'ont pas les moyens, ne sont jamais allés sur la Lune, et ne prévoit pas d'aller sur la Lune avant 2030-2035. Et puis après, au niveau scientifique et humain, c'est intéressant aussi de collaborer avec des scientifiques dans un petit peu tous les pays. Et notamment chez les Chinois, autant leur première mission, on sentait qu'elles étaient surtout drivées, elles étaient surtout motivées par des considérations techniques, technologiques et bien sûr géopolitiques. Autant maintenant, on sent qu'ils s'intéressent vraiment à déployer des expériences scientifiques, utiliser leur plateforme spatiale pour faire de la science. Donc on sent chez eux le besoin de faire ce genre de métier, de découvrir. Et donc c'est intéressant de collaborer avec des gens qui se mettent à faire cette science. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas très présents dans les conférences internationales.
mais bien sûr, ça va changer très rapidement. Les prochaines étapes un peu cruciales pour l'exploration spatiale, l'étude des environnements planétaires. Alors, dans notre domaine, je dirais en planétologie, déjà, c'est effectivement le retour sur la Lune. Après les missions Apollo, il y a eu une bonne quinzaine d'années sans aucune mission lunaire. Donc, depuis la fin des années 90, de nouveau, il y a des missions lunaires qui sont revenues. Et il y a de plus en plus de pays qui s'intéressent à la Lune. Et alors, bien sûr, il y a encore de la science à faire sur la Lune, mais c'est aussi pour préparer le retour de l'homme sur la Lune. Donc ça, c'est pas que scientifique, c'est pas des motivations scientifiques qui poussent l'homme à retourner sur la Lune. Après, donc ça c'est au niveau exploration humaine. Les grosses missions aussi qui nous attendent dans la prochaine décennie, c'est le retour d'échantillons de Mars. Là, on exploite aussi des instruments déployés à la surface de Mars qui vont sélectionner des échantillons et qui les ont encapsulés et qui vont les déposer à la surface de Mars. Et d'ailleurs, tout en parlant de nouveau d'échantillons, là je parlais d'échantillons martiens, mais les missions de retour d'échantillons lunaires, c'est vraiment aussi important parce qu'il y a pas mal de questions encore sur la formation de la Lune, du système Terre-Lune, sur l'évolution thermique de la Lune, des questions importantes. Et d'ailleurs en France, les pouvoirs publics sont incités par les scientifiques qui se sont mobilisés, puisqu'il est question d'ouvrir à Paris, au Muséum d'Histoire Naturelle, ce qu'on appelle un centre de curation. C'est un peu un anglicisme, mais un centre de curation d'échantillons extraterrestres pour pouvoir accueillir des bibliothèques d'échantillons extraterrestres qui viendraient de différentes missions. C'est ma vision, rapidement, j'ai pas d'autres choses. Quelles sont les découvertes les plus surprenantes que vous avez faites au cours de votre carrière? Alors moi, pendant ma thèse, j'ai commencé à travailler sur la radioactivité naturelle, notamment celle liée au radon, uranium et polonium. Mais j'ai travaillé sur Mars. Donc, pendant ma thèse, j'ai découvert la présence de ce gaz dans l'atmosphère de Mars. Et j'ai pu démontrer qu'il y en avait dans l'atmosphère de Mars, le cartographier, et puis mesurer la radioactivité de la poussière, ce qui nous permet d'apporter des contraintes sur le cycle de la poussière dans l'atmosphère de Mars. Donc initialement, je m'intéressais beaucoup à Mars, et après Mars, je me suis dit, finalement, il y a aussi des choses à apprendre avec ces radionucléides, ces éléments radioactifs dans l'environnement lunaire. Dans l'équipe des projets ChemCam et SuperCam, je m'intéresse plus particulièrement à la caractérisation géochimique du régolithe de Mars et à la présence de sel, des chlorures, des perchlorates, des carbonates, des produits d'altération qui sont formés à la surface de Mars. Voilà, avant je travaillais, et encore maintenant je travaillais surtout sur Mars. Et maintenant j'ai bifurqué vers la Lune. Quel conseil donnerez-vous aux étudiants qui seraient intéressés par une carrière dans l'astrophysique, le spatial? Je pense qu'il y a deux aptitudes ou deux facultés à développer, c'est la curiosité intellectuelle. Je pense que tous les chercheurs sont avant tout des gens très très curieux, qui s'intéressent à tout ce qui se passe autour d'eux. Donc ça c'est une partie innée, mais je pense que ça s'apprend aussi. Et après, c'est quand même un métier qui n'est pas facile à obtenir, donc il y a aussi la persévérance. Faut être un petit peu endurant avant de... Finalement, en fait, c'est un peu par hasard, mais en disant curiosité et persévérance, il s'avère que c'est les noms des deux robots qui sont à la surface de Mars. Et je trouve qu'en fait, ces deux mots-là, ça caractérise bien les aptitudes qu'il faut développer ou les traits de caractère qu'il faut avoir pour devenir chercheur.